Ok, super. Donc, je m'appelle Camille Marigot, je suis la graphiste de la France Insoumise. Vous êtes là du coup pour la conférence sur le graphisme insoumis et comment est-ce qu'on communique comme un insoumis. Je vais laisser mes camarades se présenter du coup. Hop. Yes. Bonjour, alors moi je m'appelle Héloïse et je suis designer UI, UX, donc User Experience et User Interface. Donc je vais être plus sur les écrans, tout ce qui est site et application. C'est moi qui fais les maquettes sur Action Populaire, mais j'interviens aussi pour des retouches un peu visuelles que je développerai par la suite. Et moi, je suis Romain Spichala, je suis directeur artistique et j'étais DA à la France Insoumise pendant pas mal d'années. Et maintenant, je travaille à mon compte, mais je suis toujours là pour aider. Voilà. Tu peux me passer l'ordi, comme ça je... Hop. Alors, on va y arriver. Donc la conférence, elle se passe comme suit. On va parler pendant une petite heure, je pense, et puis après passer aux questions-réponses si vous en avez. Donc l'idée, c'est pas d'interrompre pendant, mais de noter ces questions, et puis je pense qu'on aura suffisamment le temps pour évoquer. L'idée, c'est de vous présenter un peu les basiques de comment on envisage le graphisme à la France Insoumise et comment on fait ce travail. Pour que vous ayez un peu, vous, les clés pour que vous puissiez faire des tracks qui s'inspirent de ça aussi dans votre groupe d'action, si vous êtes assistant parlementaire pour votre député, ou dans la campagne municipale qui s'annonce pour votre future mairesse ou votre futur maire. Voilà. Donc, ça, je viens de l'expliquer. On va vous raconter un peu les bases. Il y aura aussi en fait des basiques de la création graphique, histoire de ne pas faire de bêtises, notamment avec Héloïse pour l'accessibilité, l'ergonomie, etc. Pour réaliser du matériel simple et efficace et aussi qui respecte les chartes. La charte de la FI, c'est plus quelque chose qui se rapproche d'un document de normes qu'une charte vraiment très établie, parce que elle change toujours et très vite, parce que contrairement aux autres partis de gauche notamment, nous on change beaucoup et on aime bien être toujours pas forcément en avance, mais en tout cas de suivre les codes actuels. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'on a des basiques, les couleurs, les typos, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui évoluent régulièrement. Donc le mieux aussi pour s'inspirer, c'est de voir aussi les derniers tracks qu'on sort, les dernières affiches, les derniers visuels sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on va commencer, il y aura 4 parties. La première, c'est Camille qui va vous raconter un peu ce qu'on imagine être le style insoumis. Moi, je vais parler un peu plus de technique avec comment on compose un visuel, quelles sont ses différentes composantes et puis comment on l'organise. Héloïse va nous parler d'ergonomie, d'accessibilité. Et puis à la fin, on vous parlera tous les trois de comment s'inspirer, sur quel site aller, etc., etc. Et puis ensuite, il y aura les questions-réponses. Je te laisse la parole. Alors, on va commencer du coup à parler du style insoumis. Donc, cette année, on a eu une grosse campagne qui était la campagne 6ème République, comme on n'était pas en période électorale sur l'année 2024-2025. Du coup, on a créé toute une charte autour de la 6ème République qui changeait un peu de ce qu'on faisait au tout début de l'année. Donc, on a eu la campagne Macron Destitution. Ensuite, il y a eu la période de défaite où du coup c'était assez, plus institutionnel. Là, on a embarqué l'année sur cette campagne. Et l'importance de ce genre de visuel, c'est d'être lisible et d'avoir toutes les informations hiérarchisées au même endroit. Donc là, le visuel que vous voyez, c'est un visuel pour une réunion publique. Pour ceux qui travaillent à l'Assemblée, je ne sais pas s'il y en a. Ok, super. Du coup, vous aviez normalement le gros pack avec tous les visuels déjà déclinés, tout ça. Et puis après, localement, on laisse un peu les gens faire un peu à leur sauce parce que on n'utilise pas forcément les mêmes outils. En général, c'est plus sur Canva que les gens travaillent localement. Et à l'Assemblée, c'est peut-être plus sur des logiciels comme Photoshop et tout. Donc l'idée, c'est de vous laisser aussi une marge de manœuvre, tout en gardant l'esprit de la campagne. Là, l'idée, c'est d'avoir une direction artistique bleu, blanc, rouge, pour changer un peu du violet et du rouge.
Donc voilà, l'importance de ce genre de visuel, c'est d'avoir les bonnes infos au bon endroit. Donc en haut, réunion publique ou meeting avec le thème et les intervenants. En dessous, la ville et après la date, l'heure, enfin tout ce qu'on veut. Le message et le concept, du coup, c'est des choses importantes dans ce qu'on produit, notamment pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est des visuels qui ont une durée de temps de vie très limitée. En général, ça va être quoi, 5 secondes, enfin, de lecture. Donc, c'est important de faire passer les informations très rapidement et facilement aux gens qui les lisent. Parce qu'on a un temps de rétention qui est un peu... fucked up, désolé pour les anglicismes, par tous les réseaux sociaux. Donc c'est important de mettre en avant les informations importantes. Par exemple, du coup, sur le premier visuel, vous avez Désintoxiqué qui sort directement à notre œil parce qu'il est entouré. Le second visuel, c'est peut-être plus pour vous orienter sur des visuels pédagogiques que vous pouvez diffuser directement sur vos réseaux sociaux. Donc, quand vous les construisez, c'est important de mettre en avant les éléments programmatiques importants dans ce dont vous parlez. Là, du coup, c'était sur les ZFE. Le truc important, du coup, c'était les transports en commun, l'accessibilité, enfin, ce qu'on défend dans notre programme. Et si on a le temps, si on sait faire, c'est bien aussi de mettre des petits dessins parce que c'est plus lisible, c'est plus fun à lire. Et les gens, ils préfèrent... en tout cas, moi, je préfère lire des dessins que lire du texte. Voilà. C'est surtout que ça économise des mots, donc oui, ça facilite la lecture. Voilà. Le but aussi, quand on fait un visuel réseau social, c'est de faire simple. Pas besoin de faire un seul visuel avec toutes les informations dessus. Là, en général, quand on communique sur les réseaux sociaux, les plus importants, c'est Facebook, Facebook pour un certain type de public, Instagram pour un autre, TikTok pour un autre. Voilà, c'est important de s'adapter à son public. Et en général, ces plateformes, elles proposent des carousels. Donc, n'hésitez pas à hiérarchiser les infos. Vous faites d'abord un visuel choc avec un concept, enfin un choc. Je dis ça, mais c'est un gros visuel de façade que les gens vont voir. Donc là, celui de Podemos, c'était pour parler des menstruations, de l'accessibilité aux serviettes hygiéniques, tout ça. Et du coup, c'est quelque chose qui attrape l'œil directement. Là, l'exemple d'à côté, c'est un visuel du Parti socialiste de la Seine-Maritime. C'est du coup un tract, littéralement, qu'ils ont mis sur un réseau social. Donc déjà, au niveau des marges sur les côtés, ça coupe la moitié du texte en fonction du téléphone que vous utilisez. Et en plus, moi, j'ai pas envie de le lire. Enfin, à la limite, le seul... Non, mais... Bref, bon. T'as pas envie de le lire parce que c'est un truc du PS, mais... Non, c'est pas vrai. Mais les seuls trucs qu'on dit, c'est non au choc des savoirs et oui au choc des moyens. Déjà, ça veut pas dire grand-chose. Mais au-delà de ça, c'est compliqué à lire. Personne n'a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, si ce n'est... bref, bon. Ce qu'il y a d'hyper intéressant là-dedans, dans le visuel de Podemos à gauche, c'est que... comme le disait Camille avant, c'est qu'ils vont utiliser des symboles pour mieux faire passer un message sans en dire trop. Donc ils vont utiliser la couleur rose et la couleur rouge pour faire penser justement à la question des protections périodiques. Le suivant que vous allez voir en bas, en fait, c'est un petit tampon, en fait. Et du coup, déjà, rien qu'avec ces éléments visuels-là, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et après, il y a besoin de mettre moins de mots, en fait. On n'a pas besoin de mettre toute une palanquée de texte, surtout que sur les réseaux sociaux, en fait, vous avez un visuel, vous n'oubliez pas que vous avez une caption derrière, vous pouvez en mettre plus, et sinon, vous faites un carrousel avec toutes les propositions derrière. Mais n'en mettez pas trop sur le premier. Et juste pour revenir sur le format, là vous avez un format carré et un format tract. En général, quand vous êtes sur Instagram et uniquement sur Instagram, on a changé de format. C'est plus des carrés 1880 pixels par 1880 pixels, c'est 1800 en largeur et en hauteur c'est 1350. C'est 1080 en largeur et 1350 en hauteur. Pardon. Ils ont tout changé sans prévenir personne il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et en gros, c'est maintenant le visuel comme ça qui fait foi à peu près partout parce que ça se décline assez bien sur Twitter aussi et sur les autres réseaux sociaux. C'est ça, et même pour les images, si vous publiez que des images, le format est meilleur, enfin à mon sens, je le trouve meilleur.
L'importance du coup aussi d'un visuel, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou des affiches qu'on va coller dans la rue, c'est le message qu'on fait passer, ne pas avoir des ambiguïtés un peu bêtes sur nos visuels. Génération Mitterrand, ça c'est une campagne historique où je pense peut-être les plus jeunes ne s'en souviennent pas parce que on n'était pas nés, mais les plus vieux d'entre nous s'en souviennent sûrement, et ça a été un vrai tournant dans la communication politique. Le graphisme a vraiment pris une tournure différente à ce moment-là, et de ça est né plein de collectifs de graphistes engagés qui du coup ont travaillé pour Mitterrand, pour le PCF, beaucoup à gauche, hein, évidemment, on reste des graphistes, mais voilà, donc ça c'est une campagne qui est restée dans les esprits. Et à côté, donc, on a un visuel. Alors, on ne sait pas si ça vient du PS, si ça vient du Parti communiste chinois ou si ça vient de LR. Mais du coup, on ne comprend pas tellement. On a l'impression qu'on est en train d'attaquer François-Xavier Bellamy, alors que c'est un visuel qu'il défend. Donc attention aux symboles que vous utilisez. Si vous mettez un gros drapeau de la Chine derrière, enfin bon, je pense que tout le monde voit quel est le problème de ce visuel, avec la tête de Xi Jinping et Xavier François Bellamy. Voilà. Donc tendance à oublier, mais il s'appelle Bellamy. Ouais. Oui, voilà. Et on a d'autres exemples du coup en dessous. Donc bon. On a des trucs tout récents. Hein. Là, c'est vraiment, ça date d'aujourd'hui, celle de droite. Donc Fabien Roussel qui fait visiblement une conférence avec lui-même. Donc voilà, évitez de trop mettre les visages des mêmes personnes qui y parlent. Et puis au-delà de ça, on dirait plus que c'est un cahier de vacances que une conférence, quoi. Enfin, c'est bien de dire que c'est l'été, etc., mais il faut peut-être pas trop la pousser, quoi. Nous sommes des gens sérieux. Et attention du coup aussi aux marges. Là, typiquement, c'est un visuel réseaux sociaux du coup de quoi, de fête. De la gauche, plus de gauche, mais un peu de gauche quand même. Je ne sais plus comment il s'appelle, ceux-là, mais Atelier et con, voilà. Et voilà, et parfois il y a des crops de visuels où pas ouf. Voilà, tout le monde aura deviné pourquoi c'est pas ouf. Le message et le concept. Alors attention à inspiration et plagiat. Là, un des derniers posters du mois, je sais pas si vous avez suivi, mais au début de l'année, on a lancé un concept, du coup, les posters du mois, où on se fait un peu plaisir sur le graphisme. On essaye d'expérimenter un peu qu'est-ce que peut être une identité visuelle insoumise. Et du coup, là, pour le mois des fiertés, on a décidé de s'inspirer d'un poster qui est assez connu, Liberté, Égalité, Fraternité, la Marianne d'Aubet, qui, en vrai, est un symbole de gauche. La Révolution, tout ça, on sait que c'est un symbole de gauche, et qui a été récupéré à fond par les fachos et par les macronistes, enfin les gens de droite. C'est un truc qui est important. Dans le graphisme, ça doit aussi s'exprimer. Et à l'occasion des mois des fiertés, on s'est dit que c'était intéressant de mettre déjà une Marianne un peu plus androgyne que d'habitude, et mettre en avant une figure révolutionnaire de la France qui défend aussi les personnes minorisées pendant tout le mois des fiertés. Voilà, donc attention quand même à ne pas trop s'inspirer, parce que ça peut tomber dans la case plagiat. Bon, peut-être que là, on a échoué et c'est tombé dans la case plagiat. J'aime à me dire que non, mais voilà, c'est important aussi de s'inspirer de nos pères et des symboles, même s'ils ont été récupérés par les fachos, on peut quand même se dire qu'on peut le récupérer aussi nous aussi. Le message et le concept, encore une fois, ça c'est des exemples assez récents de logos, de tracts et de couvertures. De différentes campagnes. Donc celui tout à votre gauche, du coup, c'est le dos de tract de Zoran Mamdani, du coup, qui est en lice pour les élections municipales de New York. Bon, je pense que tout le monde le connaît. Ce qui est intéressant, au niveau de la lisibilité, je pense que Héloïse en reparlera, c'est pas hyper lisible, mais ce qui est intéressant dans ce dos de tract, c'est le fait qu'ils reprennent les stations de métro. On est à New York, il y a un métro, tout ça parle à tout le monde, et aussi c'est la charte graphique. La charte graphique de Zoran Mamdani, c'est du bleu pour les Mets, du rouge pour les pompiers et du jaune pour la carte de métro. C'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui s'impose aussi dans l'espace public. Les gens qui sont concernés par la culture populaire
reconnaissent ces couleurs, se sentent concernés. Et quand on va l'afficher dans des quartiers un peu plus bourgeois, un peu plus, carrément bourgeois, quand ils vont afficher à Manhattan, c'est quelque chose qui parle directement, qui tape à l'œil et qui fait obstacle entre guillemets dans la ville, quoi. À côté, du coup, on a le logo de l'européenne, enfin de l'Alliance de gauche européenne. Je vais peut-être laisser Romain en parler. Oui, moi j'ai un peu travaillé dessus, alors pas totalement. Moi j'ai travaillé sur la typo. Vous imaginez, quand c'est un parti de gauche européen, il y a plein de designers qui se mettent dessus. J'en ai fait partie. Là, l'idée, c'est que, je pense que c'est assez transparent comme idée, c'est que on retrouve le triangle rouge qu'on connaît bien ici, avec un symbole vert de la planète et de l'écologie, et qui, mixés ensemble, font l'écologie socialiste et donnent du violet au milieu, qui est aussi la couleur du féminisme. Donc il y a tous les symboles qu'on connaît bien et qui sont... c'est presque déjà un programme, finalement, le logo. Et si on le penche d'un côté ou de l'autre, si on le met à la verticale, c'est un petit bonhomme. Si on le penche un peu vers le haut, c'est un mégaphone, etc., etc. Donc il est assez bien utilisable. Voilà. Et à côté, du coup, on a une couverture d'un guide de graphisme axé du coup sur le brutalisme. Bon, ça, je vous l'ai mis en exemple. C'est pas hyper intéressant peut-être en termes de politique, mais c'est aussi pour vous montrer que même si on n'a pas des trucs droits qui rentrent forcément dans les marges, ça veut pas dire que c'est pas forcément lisible. Expérimentez aussi. Vous avez le droit de sortir un peu du cadre et tant que c'est lisible, d'expérimenter en fait. Le message et le concept, donc quand vous faites une affiche, il faut aussi que ça parle à tout le monde. Faut pas trop s'enfermer dans des niches. Là, du coup, à votre gauche, vous avez une campagne assez sobre, mais qui parle bien aux gens. Parce qu'on a deux couleurs, on a un texte qui est lisible, on a des symboles forts. À côté, du coup, c'est ce qui ressemblerait peut-être à une affiche pour un festival, pour un concert. C'est pas hyper lisible et c'est très niche. Après, on va pas jeter la pierre aux graphistes qui ont fait ça, mais c'est pour vous dire que tout le monde n'a pas les références visuelles que vous avez. Donc c'est aussi important quand vous voulez partir dans une niche visuelle, de se rendre compte que parfois ça ne parle pas à tout le monde. Et puis c'est pas le principe de la France Insoumise d'essayer de parler à des gens de niche. On essaye de parler à tout le monde, et quand on fait quelque chose, il faut toujours se poser la question de tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut le lire. Les symboles sont clairs, sont pas sortis de la dernière inspi du graphiste de la France Insoumise. C'est même si on aimerait bien parfois, mais en tout cas le plus important, c'est d'être compris. Il faut aussi éviter du coup la cacophonie. Là, du coup, c'est deux exemples d'un collectif qui s'appelle Forme des luttes. Peut-être que vous connaissez, vous avez peut-être croisé en manif. C'est un super collectif qui propose d'imprimer des affiches créées par des designers militants. Donc, parfois, c'est des affiches qui sont intéressantes à coller dans la rue. Parfois, c'est juste des affiches qui sont sympas en poster et qui sont pas forcément lisibles. Donc aussi, attention à comment vous hiérarchisez, si vous mettez trop de typographie, trop de couleurs. En général, la règle, c'est 3 typographies max. Si c'est moins, c'est mieux. 3 couleurs max. Et après, vous vous démerdez pour hiérarchiser, quoi. Voilà. Et puis, sur ce visuel-là aussi, sur la cacophonie, je sais pas toi, mais sur le visuel de droite, moi je lis d'abord « Aidons les riches ». Alors on peut penser que c'est du second degré, mais quand même, c'est mieux de l'avoir chez soi pour expliquer que plutôt de s'attendre à côté du poster dans la rue à chaque fois qu'il y a un passant. Non, mais ça veut pas dire ça. Nous ne lèverons pas les riches, tout va bien. Voilà, pour revenir du coup sur le plagiat, attention au plagiat, parfois c'est un peu ridicule, surtout quand c'est des concepts américains qui sont repris pour des campagnes françaises. Donc voilà, faites attention à pas trop vous inspirer, laissez l'imagination des gens vaguer. C'est intéressant de voir ce qu'a fait Alexandria Ocasio-Cortez. Enfin, vraiment, à chaque fois qu'il y a un visuel ou un truc à faire en com, il faut faire Alexandria Ocasio-Cortez, c'est vachement bien, etc. Oui, elle fait tout extrêmement bien, mais copier à ce point-là, en fait, c'est bien de retenir l'idée de mouvement, etc., mais à ce point-là, de faire exactement la même et de dire non, mais pour que ça soit pas la même, on va inverser le violet et le jaune, ça va pas se voir. Franchement, c'est un peu trop. Voilà.
Voilà. Et moi, je vous parle de Zoran Mamdani, mais en ce moment, tout le monde reprend sa DA, donc il faut aussi faire attention à ça. Moi, la première. Là, du coup, on voulait aussi vous parler du style insoumis. Normalement, vous avez tous vu un peu passer ce qui s'est passé pendant l'année. Là, du coup, c'est un petit florilège de tout ce qu'on a fait. Le principe du style insoumis, c'est donc de se diversifier et d'être dans l'air du temps. N'hésitons pas à nous inspirer de ce que nos pairs font, de ce que d'autres graphistes, en tout cas moi j'hésite pas à aller chercher dans des collectifs de gauche, dans parfois un peu la publicité, parfois aller voir du coup ce que les concurrents entre guillemets ils font, pour ne jamais perdre le fil. Parce qu'au bout d'un moment, quand on reste ancré dans une seule direction artistique, et qu'on ne veut pas en changer, les gens ils finissent par nous oublier, donc c'est important de se renouveler. Donc là, il y avait quoi ? Il y avait une affiche, là on a des visuels, réseaux sociaux, des stickers, le programme qui a été mis à jour, donc avec la couverture du nouvel Avenir en commun. Le style insoumis, c'est aussi un style qui s'adapte à ses supports. On ne va pas forcément proposer la même chose quand on va imprimer des affiches, que quand on va faire une nouvelle émission sur Twitch, que quand on va aller en meeting. Il y a certaines DA qui vont être plus aptes sur tel support et pas forcément dans la rue. Enfin, par exemple, la base, l'émission qu'on a lancée cette année sur Twitch, c'est pas une DA qui va forcément s'appliquer bien dans la rue parce que c'est quelque chose d'internet. Les gens ont la référence, ils sont sur Twitch. Pareil pour la 6ème République, si on commence à importer le style de la 6ème République dans notre com sur internet comme on l'a fait dans la rue, parfois les gens ils vont pas forcément comprendre. Donc voilà, il faut aussi adapter ces supports adapter la création à ces supports. Et aussi l'importance des symboles. N'hésitons pas à aller chercher dans le passé ce que la gauche a fait pour le réhabiliter à la France insoumise. Donc là, c'était les 2 posters du mois, Le Temps des cerises et Angela Davis. Donc voilà, c'est bien aussi de remettre au goût du jour des anciennes figures de la gauche et des références de gauche. Et aussi, du coup, le petit t-shirt Faites mieux, petite référence. Et des références de chez nous aussi, genre le Faites mieux, par exemple. Oui, c'est ça. Et je vais laisser du coup la parole à Romain. Yes. Du coup, là, c'était pour vous montrer un peu le style insoumis. Là, c'est vous expliquer concrètement comment on fait un visuel de A à Z pour que ça soit clair, lisible, à peu près beau. Et voilà. Bon, ne pas oublier que c'est bien de faire du beau, mais c'est plus important de faire du lisible. Je sais que Camille va m'engueuler, mais c'est quand même plus important d'être compris qu'on se dise « Ah là là, la DA, la France Insoumise, franchement, c'est sympa. » Mais faites quand même beau. Ouais. Donc, dans un visuel, là j'ai pris un exemple de toi d'ailleurs, je crois, d'un tract pour la marche contre l'islamophobie. Donc d'abord, on va parler des polices, ensuite de l'utilisation des couleurs, du fond, de la texture, de la photo si besoin, et de l'espace et de la hiérarchisation entre tous les éléments. Donc, pour reprendre les basiques, sur les types de police, on a 4 types de police à peu près, il y en a un peu plus, mais il y a 4 grands types de police qui sont les polices avec sérif. Donc ça s'appelle avec sérif parce qu'il y a des empattements au niveau des lettres en fait. Si vous comparez les deux en fait, au bout des C, des E, etc., vous avez des petits empattements pour faciliter la lecture. Notamment en fait, c'est de la typo qui est souvent utilisée dans les folios, par exemple, dans les livres de poche. Et dans la presse, etc. Quand c'est écrit petit, il vaut mieux utiliser ce type de typographie en print notamment. Ensuite, on a la police sans sérif, qui justement est sans empattement et qui est beaucoup utilisée sur le web. On a ensuite des polices un peu plus grasses, un peu plus fortes, un peu plus grandes, qui s'appellent les polices display, qui sont souvent utilisées pour les titres. Et puis après, vous avez les polices qui sont liées, on appelle les polices script, qui sont un peu des polices fantasy. Alors que moi, j'aime pas trop utiliser, mais de temps en temps, par petites touches, ça peut s'accepter à la rigueur. Donc là,
Voilà, on peut imaginer de mixer les types de police. Sauf qu'une fois qu'on a mixé les types de police, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Là, j'ai mis une police serif en titre, j'ai mis une police script en sous-titre et j'ai mis une police display en texte. Bah, vous voyez que tout est illisible à peu près, sauf le titre, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sauf que dès qu'on mixe les typos, on y voit un peu plus clair. On voit le titre en plus gros, l'information qui est toute petite, qui est en police sans sérif pour faciliter la lecture, et le texte plus aéré avec un interlignage, etc., pour faciliter la lecture. Donc hiérarchisé avec des niveaux de graisse et de taille pour bien se faire comprendre. Effectivement, l'information la plus importante, elle est en gros et en gras. Et après, en fonction de la hiérarchie, vous adaptez vos tailles de typographie. En web, mais je pense que tu en parleras après, quand on fait par exemple un article sur un blog, vous avez les titres H1, H2, H3, etc. etc. C'est comme ça qu'on hiérarchise aussi dans le graphisme. Pour continuer nos séries d'exemples, on va dire qu'on n'utilise pas plus de 2 polices, maximum 3. Toi, tu fais 3 souvent. Mais en tout cas, quand on sait faire, on en utilise 3 si vous voulez, mais le mieux, c'est d'en utiliser à peu près que 2. Là, même avec des effets, on voit bien à gauche ce qu'on est en train de nous dire. À droite, là, c'est un festival de musique. C'est à peu près tout ce qu'on comprend, mais sinon, entre les couleurs, les typos, il y a au moins 4 logos, enfin bon, on ne comprend absolument rien. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le plus simple, c'est toujours le mieux. Quand on dit police, ça peut être 2 polices de familles différentes, mais ça peut être aussi 2 polices de la même famille. Par exemple, si on utilise du gras italique du bold, du moins gras, voilà, du gras, du black, du moins gras, ça fait 3 polices. Donc attention aussi à ça, enfin 3 styles, oui, du coup, de caractères. Alors ensuite, là, on voit pas forcément bien la différence parce que ça reste un rétroprojecteur. Mais l'idée dans les couleurs, c'est qu'il faut savoir pourquoi on les utilise. Quand vous allez sur le site de la France Insoumise et vous scrollez attentivement et patiemment tout en bas, vous avez marqué charte graphique. Et c'est là que sont les codes couleurs pour les Pantone et les RVB. Je sais même pas si c'est les bons d'ailleurs. Là, pour le violet, je crois que tu as changé le violet de la France Insoumise. Mais l'idée, c'est que sur un écran, vous avez des couleurs que vous ne voyez pas ou que vous ne pouvez pas imprimer pour le print. Donc, quand vous commencez un document sur n'importe quel outil, vous devez savoir si vous travaillez pour le web ou pour le print et donc mettre un espace coloriel en lien avec le support sur lequel vous allez l'utiliser. Donc pour le web, ça sera RVB ou X, et pour l'impression, ça sera CMJN ou Pantone. Pantone, c'est bien parce que ça donne la possibilité d'imprimer du fluo, par exemple, donc on va pouvoir se rapprocher des couleurs qu'il y a de disponibles pour le web. Le problème avec ça, c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc on l'utilise très peu. Sauf par exemple pour les bulletins que vous recevez dans vos boîtes aux lettres pour les élections, on doit choisir un Pantone extrêmement précis qui doit être dont on doit s'arranger pour qu'il soit différent des autres pour être reconnu. Et c'est juste un Pantone parce qu'il est imprimé en une seule couleur pour faciliter l'impression et la distribution. Surtout que c'est plus simple de travailler comme ça quand on nous fait des campagnes législatives à faire en 3 semaines. Donc, limiter le nombre de couleurs utilisées. Là, à gauche, c'était une affiche que j'ai faite pour l'Alliance de gauche. Donc, il s'agit du patriarcat, on met du violet, du noir et blanc, et ça suffit largement pour se faire comprendre. À droite, j'ai compté, je pense qu'il y a 6 ou 7 couleurs différentes. Alors, rien contre Arrache, hein, mais le visuel, il n'y a rien contre les filles mondes non plus, mais il y a un peu trop de couleurs, et il y a beaucoup d'infos aussi. Donc tout ça facilite pas la lecture et facilite au contraire quand on arrive sur un visuel où notre œil est accroché par tout et rien à la fois, on a tendance à scroller plus vite. Alors que si on est d'abord accroché par un message fort, on va peut-être s'intéresser au message secondaire. Donc il faut faire attention à ça. Même si le visuel en soi, il est plutôt bien conçu à droite, mais il y a trop d'éléments, trop de couleurs. Et après, utiliser les contrastes. Bon, on va continuer notre petit bashing de nos camarades de gauche, parce que sinon c'est pas drôle. Enfin, de gauche, place publique, je sais pas. Là, par exemple, rendez-vous où? À Nantes. Alors là, ça se voit bien, mais franchement, ne faites jamais du blanc sur du jaune. Là, par exemple, vous ne voyez pas du tout Nantes. C'est pas possible. Donc, le blanc sur le jaune,
Soit vous le faites, mais je vous le conseille pas, avec une ombre portée, mais pas d'ombre portée, s'il vous plaît. Et Alors attendez, on n'est pas d'accord là-dessus, mais l'ombre portée à utiliser avec modération. Voilà. ouais, parcimonie, N'abusez pas de mais- l'ombre portée, n'en foutez pas partout. Ouais. Juste, voilà. Moi, je suis plus stalinien qu'elle, mais Voilà. c'est l'ancienne école, quoi. Et les contrastes, surtout, c'est hyper important. Donc, quand vous allez mettre une couleur sombre, mettez une couleur claire par-dessus et ça facilite forcément la lecture. Et là, on voit tout de suite de quoi on parle. Les messages sont clairs et c'est plus simple. Alors qu'à droite, mettre du jaune avec du blanc parce qu'il faut à tout prix respecter la charte, c'est une très mauvaise idée. Ensuite, faire attention au sens et au contresens des couleurs. Vous n'allez pas faire... utiliser du rouge pour parler d'écologie, utiliser du violet pour parler d'environnement, etc., etc. Et donc là, vous voyez les couleurs qui sont utilisées. Jaune et noir à droite, ça va être la démocratie, les libertés. D'ailleurs, les gilets jaunes, c'était surtout centré sur la question démocratique et les libertés. Alors, je pense que c'est avant tout un coup de bol parce que le gilet jaune était dans la bagnole et c'est parti de ça. Mais au final, c'était surtout une question de liberté, de Nouvelle République, de RIC, etc. Et du coup, ça collait bien aussi, même graphiquement, avec le message. Parfois, il y a des coups de bol comme ça en termes de design. Sur l'écologie, là, voilà, on voit tout de suite, en plus, il y a les abeilles, donc on sait de quoi ça va parler. Pareil pour le podcast Spectre qui va nous parler de mouvement social. Et c'est important qu'il y ait du rouge parce qu'il y a 3 têtes de milliardaires sur le visuel. Donc, il vaut mieux mettre du rouge pour dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et pareil, à gauche, si on n'a pas le violet, on ne sait pas vraiment qu'on parle de féminisme. Donc, c'est très important d'utiliser les bonnes couleurs en fonction des sujets. Ensuite, si on doit passer au fond et à la texture, l'idée, c'est de l'utiliser pareil, avec parcimonie et avec intelligence. Le fond et la texture ne doivent jamais prendre le premier plan sur votre visuel. Ça doit être un outil qui, en seconde lecture, doit permettre d'encore mieux comprendre le visuel ou d'accrocher l'œil. Là, le point levé, on a compris que c'était une manif, a priori, surtout qu'il y a des gens derrière ce point qui marchent. Et en plus, on a une petite texture en demi-teinte, du plus bel effet, j'ose dire, sur ce visuel. Quelques exemples de fond et de texture qui sont intéressants. Là, c'est la couverture du Washington Post à gauche, qui fait une sorte de papier déchiré et qui laisse découvrir le mot « vie », donc « lives ». Et donc, on imagine qu'on va lire ces vies là derrière. Pendant les JO, on avait l'utilisation de motifs pour représenter l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Seine, etc. Et puis, le fond photo qui, là, va venir renforcer le message parce que Stop au génocide à Gaza, même s'il y avait toutes les couleurs, là, avec le drapeau palestinien, on a bien compris ce qu'on était venu faire là. Le fond doit rester en retrait. L'idée, c'est que ça doit, comme je le disais, rester une aide. Là, sur le visuel à droite, on voit que la texture, elle vient limite prendre le pas sur le texte, ce qui le rend de moins en moins visible, notamment le sous-texte. Alors qu'à gauche, vu que les contrastes sont bien faits et que le fond, à l'endroit du texte, il est géré pour être sombre, c'est le ciel en fait qui est géré à cet endroit-là. Donc c'est assez simple de le lire. Tandis qu'à droite, finalement, les effets de papier et de texture viennent perturber un peu la lecture. Donc il faut faire attention à ça. Et puis, c'est toujours important de donner du relief au visuel. Sur la couve que tu as montré tout à l'heure de brutalisme, on voyait un peu les bâtiments qui venaient par-dessus les textes. C'est toujours un effet un peu sympa pour donner du relief, tout en ne perturbant pas la lecture. Donc si là, vous devez faire dépasser, par exemple, une usine de pétrochimie au-dessus de la planète, du mot planète, pardon, faites-le à un endroit du texte où ça ne va pas perturber la lecture. Moi, si j'avais été complètement tatillon, je l'aurais mis sur le T. Comme ça, ça aurait prolongé le T. Mais là, ça va, on lit quand même assez bien. Mais attention, quand on lit un mot, si vous voulez mettre un visuel par-dessus, à ne pas perturber ça. Puis après, il y a d'autres exemples. On peut utiliser des découpages, des effets. Là, il y a un peu d'ombre portée, tu vois. Mais c'est au service de... Bref. Donc voilà. Ensuite, la photo. Alors... les visuels militants sont souvent l'occasion de mettre en avant une photo, soit pour illustrer ou pour personnaliser. Comment bien choisir sa photo et puis surtout comment pas rater, parce que la photo, je ne sais pas si vous avez fait la formation de Claire hier où elle vous a sûrement donné beaucoup d'infos sur le sujet, mais c'est quand même un sujet
qui est particulier, notamment quand on s'occupe de députés ou d'élus en général, parce que ils voient leur tête et leur tronche sur des tracts et sur des affiches en permanence, et ça a tendance à rendre un peu zinzin, et il faut les comprendre, parce que c'est notre image qui est utilisée en permanence partout. Donc si ils sont pas contents de leurs photos, moi j'ai tendance à dire qu'il faut les écouter, même si c'est un peu relou quand on est graphiste, mais il faut le faire parce que ça reste leur image et que c'est compliqué de vivre avec ça quand même au quotidien et se balader dans sa ville avec des affiches de soi partout, donc vaut mieux en être content. Donc quelques basiques. Une photo nette et bien définie, ça c'est la base. Les photos d'iPhone sur des affiches, généralement ça ne marche pas. Donc soit vous avez un copain qui a un bon appareil photo, soit vous avez pu investir dans le cabinet, soit etc. Mais pour des affiches, faites-vous aider avec du bon matériel et des bons photographes, parce que sinon ça peut vite tourner à la catastrophe. Ensuite, il faut faire attention au détourage approximatif. Là, si on zoome, alors je ne peux pas le faire ici, mais sur la tête de Valérie Pécresse, en fait, c'est pas le même fond qui est utilisé, et tout autour de sa tête, il y a plein de détails verts, en fait, parce que le détourage a été très très mal fait. Donc, il faut faire attention quand on utilise notamment les outils de détourage automatique, de bien fignoler. Et c'est un peu une science, le détourage, parce que c'est très 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 compliqué à faire. Donc, le mieux, c'est d'avoir une bonne photo de base et de ne pas avoir à détourer votre visuel. Et trop de retouches tue la retouche. Moi, je sais pas si vous avez fait attention cet été, j'étais pas mal dans le Gard, moi j'ai vu pas mal d'affiches du Rassemblement National, mais on a l'impression qu'ils ont tous 25 ans, quoi. C'est hallucinant. En fait, ils ont fait l'outil de Photoshop texture, ils l'ont mis à 0, et là, Marine Le Pen, on a l'impression vraiment, elle est plus jeune que moi, quoi. C'est hallucinant, et c'est une photo en plus de Tanguy qui a voulu faire plaisir à sa présidente en postant ce visuel sur ses propres réseaux, c'est quand même un peu honteux, mais bon, bref. Et du coup, elle est vraiment tirée dans tous les sens, quoi. Nous, on a pour principe de corriger quelques défauts. Si vous avez, je sais pas moi, des pellicules sur les épaules, une mèche qui dépasse, un poil que vous n'avez pas envie qu'il soit là, bon, c'est pas grave, vous avez le droit de le supprimer. Mais de là à mentir avec l'outil, c'est une très mauvaise idée, parce que généralement, ça se voit, en fait. Donc, si votre élu ou quoi, il est un peu fatigué, vous avez le droit de retoucher un peu ses cernes, c'est pas grave. Mais à ce point-là, c'est-à-dire enlever toutes les rides possibles, retaffer tous les contrastes, etc., retaffer la chevelure pour qu'elle soit au vent, etc., c'est un peu trop. Voilà, un tout petit peu. Ou sinon, juste passer si vous avez l'occasion, si vous connaissez un peu en maquillage, passez au maquillage avant la séance photo. Histoire de au moins corriger le trop plein de luminosité. Et si vous avez la possibilité, passez en studio directement avec des fonds blancs, des fonds verts, et au moins ça vous évitera trop de travail sur la retouche photo et sur le détourage. Voilà. Et la base de la base de la base, si vous ne pouvez faire rien de tout ça, c'est notamment dans des périodes où il fait chaud, c'est d'effacer la sueur, de tapoter un tout petit peu pour que ça ne luise pas sur les photos. Parce que ça, c'est hyper chiant à corriger. Donc, continuons avec l'espace et la hiérarchisation. Ça, je pense que pour se faire comprendre sur un visuel, c'est le plus important. Comme on le disait, voilà, le titre, c'est le plus important, mais en même temps, on n'a pas envie de passer à l'as, par exemple, quand il s'agit d'une manifestation, la date, l'heure, etc. Donc là, c'est un bon exemple de visuel parce qu'on a un titre qui n'est pas forcément plus grand que son sous-titre, mais qui a une DA différente qui permet d'accrocher l'œil d'abord par rapport à ça, avec cet effet sticker. Ensuite, on a le fait que ce soit un rassemblement, la date hyper claire, et ensuite, on finit le visuel et on a le lieu. Tout est clair, tout est simple, tout est facile à comprendre. Et on n'a pas peur d'utiliser les espaces. Et comme je le disais, sans hiérarchie, pas de chemin. Là, sur les deux affiches, on a un niveau de bordel à peu près comparable, sauf qu'il y en a un où la hiérarchie est bien faite et l'autre où la hiérarchie n'existe pas. En fait, à droite, c'est une saison de théâtre dans un théâtre anglais, et ils ont tout mis au même niveau, on ne sait pas vraiment quand ça se passe, ce qu'on doit lire en premier, etc. À gauche, c'est une affiche de théâtre, on sait que le titre, il est au milieu, en plus gros, avec celui qu'il a écrit, Molière, et ensuite les acteurs, les trois acteurs principaux. Et bizarrement, c'est pas dans cet ordre-là, mais on le lit instinctivement dans cet ordre-là. Donc ça, c'est un visuel qui est bien fait. Ensuite, tous les espaces n'ont pas à être comblés. Là, je nous tape nous-mêmes sur les doigts parce qu'il n'y a pas de raison. L'insoumission, avant qu'on refasse la charte, parfois il y avait tendance à faire, y compris sur les réseaux sociaux, des visuels un peu chargés.
Comme on disait, c'est pas toujours une bonne idée. Alors que quand on a un carrousel, on peut se permettre, comme à gauche, de faire un titre, de donner de l'espace à la photo, de la respiration, d'attendre que l'œil vienne se poser sur le titre pour le lire, plutôt que de tout mettre presque au même niveau comme à droite. Et là, on ne sait pas quoi lire, on ne sait pas de quoi ça parle. La photo, en plus, elle est pas assez. C'est une photo de groupe, donc elle n'est pas assez caractéristique pour savoir de quoi on va parler, sauf quand on est un insoumis et qu'on sait à quoi ressemblent toutes les assemblées représentatives. Mais bon. Quand on est de l'extérieur, c'est pas forcément simple. Donc, c'est important de garder de l'espace, de pas avoir peur d'aérer son visuel, quitte à pas tout mettre et à le mettre sur d'autres visuels ensuite. Ensuite, pour bien hiérarchiser et bien faire, essayez de séparer votre visuel en plusieurs étapes. Généralement, sur un visuel, vous allez réussir à le séparer plus ou moins en 3, avec l'info la plus importante en haut, le visuel au milieu et les infos complémentaires en bas. Ça peut être des règles que vous pouvez vous faire comme ça. C'est des règles qui sont directement issues du print, parce qu'ils ont besoin de fabriquer des grilles pour faciliter la mise en page sur le print. Et pour le coup, ça permet aussi de faire des visuels web, etc., pour bien composer son visuel. Et oui, attention aux marges. Je sais qu'on a tendance à vouloir pousser le visuel et pousser au maximum, mais il faut donner de la respiration. Et du coup, la première chose à faire quand vous ouvrez un visuel, c'est savoir quelle marge vous allez mettre à votre visuel. Donc vous ouvrez, vous mettez vos repères en haut, en bas, à gauche, à droite, pour savoir ce que vous n'allez pas dépasser, en fait. Et ensuite, vous faites les repères de les 3 parties que vous allez faire. Comme ça, après, peut-être vous allez en sortir un peu, mais vous allez commencer de là, et c'est ça qui va donner une cohérence à votre visuel. Vous pouvez sortir un peu de temps en temps, mais en tout cas, commencer avec ces basiques-là. Le principal d'un cadre, c'est de savoir en sortir, mais de savoir en sortir avec intelligence. Et alors là, c'est vraiment quand on est un génie du design, mais penser aux espaces négatifs, ça peut permettre de faire passer 2 messages à la fois. Et ces visuels-là parlent d'eux-mêmes pour le coup. Là, c'est Pierre et le loup, c'est la BD anglaise à gauche qui est magnifique, où on voit Pierre justement qui est dessiné dans la queue du loup. Là, c'était de mémoire un visuel contre les violences faites aux femmes en Égypte, je crois, mais je suis plus sûr, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et un visuel d'Amnesty International à droite. Tac. Et là, on va changer. Hop. Alors, merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis designer d'interface et donc je vais être plus sur les sites et les applications. Ça sort un petit peu du graphisme dans le sens où moi je vais pas forcément chercher à attirer l'attention avec un visuel choc, mais je vais devoir plus faire un peu je vais avoir besoin de mettre en place un ensemble de règles pour pouvoir naviguer dans Action Populaire notamment, dans un site. Et donc ça nécessite de jouer à la fois avec des choses très douces, très structurées, et en même temps de mettre en valeur le contenu. Alors, je vais rappeler un petit peu les définitions. J'utilise souvent le mot ergonomie parce que j'ai l'impression que ça fait un peu consensus. Genre l'ergonomie, c'est bien, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce que c'est. Et en plus, c'est pas lié que au site internet. C'est lié à, par exemple, un poste de travail, à du matériel ou juste à un appareil aussi, genre un ordinateur ou une souris ergonomique qui réduit la douleur du poignet. Donc l'ergonomie, c'est l'adaptation d'un produit ou d'une situation de travail à un utilisateur. L'accessibilité, donc c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas besoin de la définir, mais je tiens à préciser que c'est vraiment c'est l'ensemble des caractéristiques qui offrent une expérience ouverte à tous et à toutes les personnes. Donc ça inclut donc des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes par exemple les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes qui ne sont pas toujours qui sont dans des contextes où elles ne peuvent pas lire comme nous on pourrait dans d'autres, ne serait-ce que par exemple les écrans là, avec le rétroprojecteur. Romain parlait des contrastes tout à l'heure, et bien l'accessibilité ça fait aussi partie de est-ce que j'ai fait un contraste assez élevé pour que même si l'écran est vraiment pourri, si la projection marche pas bien, on puisse lire.
Ensuite, le design inclusif, c'est une méthodologie de conception qui permet de tenir compte de toute l'étendue de la diversité humaine. Bon, ça rejoint l'accessibilité, mais le design inclusif, c'est vraiment la méthodologie. Les entreprises se mettent de plus en plus à parler de design inclusif parce que bon, il y a quand même un intérêt un peu de marché d'inclure plus de personnes, mais on s'est aussi rendu compte que prendre en compte toute la diversité humaine, ça améliore l'expérience globale, même pour quelqu'un qui n'a pas forcément de handicap. Alors, comment ça se met en place cette accessibilité? Alors ça, j'ai mis des citations, souvent c'est moi qui dis des trucs comme ça. Alors, je le dis pas aussi franchement, mais... Si. Ouais. C'est faux. Alors, je dis pas poli, je dis typo, mais ouais. Oui. Bon, l'accessibilité permet de parler à tout le monde. Je sais pas si certains d'entre vous ont regardé Drag Race hier, mais on n'était pas forcément malentendants, mais on était bien contents d'avoir des sous-titres pour quand quelqu'un faisait un peu du bruit ou faisait du cheer-up à côté de nous, de pouvoir quand même comprendre ce qu'il disait à l'écran. Ensuite, l'accessibilité permet d'améliorer la compréhension globale du visuel. Alors, je sais qu'on est tous très intelligents ici, mais on a tous un peu la flemme de lire des pavés de texte, et donc on est bien content que des personnes dyslexiques permettent d'avoir un petit argument d'autorité pour nous faire un peu réduire les paragraphes. Et ensuite, ça c'est l'argument un peu qui met tout le monde d'accord, c'est quand on hésite entre plusieurs propositions graphiques, l'accessibilité, ça permet un peu de trancher parce que on va pas, surtout à la France Insoumise, on va pas dire non, je veux le truc que personne peut lire, non, je veux le truc où les daltoniens ils peuvent pas voir. Donc souvent quand on hésite même en tant que graphiste entre deux choix, on va privilégier celui qui est le plus lisible. Alors, moi, je vais plus me concentrer sur l'accessibilité en graphisme parce que il y a plein de types d'accessibilité, ne serait-ce que il y a le côté moteur, il y a le côté, il y a aussi tout ce qui est malentendant et tout ça. Mais c'est vrai que là, on est sur du graphisme, donc ça va rester plutôt visuel. La typographie. Alors, la police utilisée. Camille et Romain ont plus parlé de choix par rapport à de choix de graphisme, mais moi je vais plus parler de choix de lisibilité. Alors je sais qu'en typographie il y a débat. J'en parlerai un peu après par rapport à tout ce qui est en dyslexie notamment. Et pour la typographie, c'est surtout la taille minimale des textes qui va être importante. Je pense que personne n'aime lire les textes en petit. Je sais que les livres de poche, c'est hyper bien parce qu'on peut le trimballer partout avec soi, mais c'est quand même des textes vraiment tout petits. Et en tout cas, quand on fait un tract ou une affiche, pas aussi petit. Le contraste, donc comme Romain disait, c'est utile juste, ne serait-ce que pour projeter, mais le daltonisme et d'autres types de handicap visuel, pour eux, le contraste, c'est vraiment primordial parce que quand on n'a pas la possibilité physique de distinguer des nuances, le contraste, ça va être vraiment important. Par exemple, pour les feux rouges, on aurait pu penser à juste un signal lumineux qui change de couleur, mais en fait, non, il faut qu'il y ait trois ronds pour que quand c'est rouge, quand c'est vert, la personne qui ne peut pas distinguer les deux, elle sache quand même, grâce à l'emplacement, qu'elle doit s'arrêter. Le contraste, c'est pas forcément des couleurs, c'est aussi les blocs, donc la structure. Ça rejoint un peu la composition. Quand on a un titre et un bloc de texte, quand on voit un titre, on sait que c'est un titre, et un bloc de texte, on sait que ça va être le détail, la description ou quelque chose qui donne plus de détails. Par exemple, Romain a montré une affiche tout à l'heure où il y a le titre de l'événement ou de l'expo, du festival, et quand on se rapproche, il y a la liste, il y a le détail en tout cas. La colorimétrie. Alors, je l'ai un peu évoqué, mais il y a pas forcément que le daltonisme, il y a d'autres types de couleurs. Mais ça, je vais revenir un peu plus tard. Pour les repères typographiques. Alors, je sais que les polices sans sérif sont vraiment beaucoup utilisées et
Et c'est vrai traditionnellement, c'est les polices avec serif qui sont utilisées pour le print. Mais c'est vrai que pour les écrans, les polices sans serif, sans empattement, sont considérées comme plus lisibles. Et pour les personnes qui sont atteintes de dyslexie, donc c'est un handicap qui empêche de bien distinguer les types de lettres différents. Les empattements, ça va jouer là-dedans. Donc, je ne vais pas non plus imposer vous dire de prendre que du sans serif, mais en tout cas, par exemple, si vous prenez des typographies avec des empattements pour vos visuels, mettez-les plutôt sur des gros titres ou en tout cas des blocs de texte qui sont pas trop fournis et réservez donc les paragraphes à du sans serif. Ensuite, pour les tailles de texte, alors moi je suis un peu team gros texte, donc Core 14, parce que dans tous les cas, souvent vous faites des visuels pour des tracts ou pour les réseaux sociaux, et on ne sait jamais à combien de distance la personne va être du texte. Donc il y a plein de gens, ils s'approchent pas forcément pour lire et ils ont la flemme. Donc voilà, Core 14. Il y a même des normes de lisibilité sur les sites où il y en a qui sont team Core 17. Bon, moi je dis 14, c'est déjà bien. Et surtout, alors je sais que la Boétie et plein d'autres chercheurs adorent le texte justifié, mais évitez, on lit de gauche à droite, et le texte justifié, le problème c'est que ça fait des gros trous. Et c'est vrai que c'est pratique pour distinguer des blocs de texte et que ça fait c'est un bloc qui est très géométrique, ça fait joli, mais quand on va dedans et qu'on voit les gros trous de texte, c'est justement là pour le coup, je crois qu'il a été prouvé qu'on lisait, les personnes dyslexiques lisaient moins bien. Et en plus de ça, les gens qui ont une formation de mise en page, ils ont des réglages précis dans leur logiciel pour contrôler la justification. Donc, c'est pas quelque chose à faire à la légère, en tout cas. Ensuite, l'interligne et le saut de paragraphe. Alors, je sais que l'interligne, par défaut, en général, dans Word ou dans d'autres logiciels, il n'est pas trop mal, mais c'est vrai que quand on veut un peu soigner son affiche, ça va être hyper important. Et c'est quelque chose où il y a toujours un petit peu... Ça vaut toujours le coup de vérifier. Et même moi, je me fais souvent un peu reprendre par Romain pour l'interligne des titres, notamment parce que je règle toujours beaucoup l'interligne pour les paragraphes, mais j'oublie que sur un écran, dès que l'appareil il est un peu petit, le titre va aller à la ligne. Et là, j'ai oublié de régler l'interligne, et ça va être un interligne de paragraphe pour le titre. Donc, ça va être un gros trou. Bon, la norme, c'est interligne de 1,5 fois le corps du texte. Donc, vous faites le calcul, un corps 14 et fois 1,5 d'interligne. Mais je sais qu'il y a plusieurs écoles. C'est pas qu'il y a plusieurs écoles, c'est que je me dis, là, c'est surtout important pour un paragraphe et pour faciliter la lecture dans un paragraphe de texte un peu petit. Mais quand vous faites des titres, là, c'est en fonction aussi du design et de ce que vous avez envie de mettre dedans. Donc, après, moi, j'ai tendance à réduire l'interlignage, notamment sur les titres, et à essayer de faciliter la lecture sur le texte courant, quoi. Et l'interlignage à ne pas confondre avec l'interlettrage, où là justement j'ai beaucoup de... Je repasse souvent après Romain pour dire qu'il a trop serré ses lettres parce que ça fait gagner de la place et ça permet de... C'est beau surtout. Oui, mais en tout cas c'est moins lisible. Voilà. Alors je vais prendre un exemple avec notre magnifique programme mis un jour. Là, on a vu la couverture tout à l'heure, mais... Ce que j'aime bien avec notre programme, c'est que il y a trop de texte, mais on a conscience et on essaye de faire que ce n'est pas que des blocs de texte et qu'on s'y repère un petit peu. Donc il y a des mesures clés avec des cadres, il y a des listes à points, il y a des paragraphes, retour à la ligne. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de niveaux de titres différents. Il y a le numéro du chapitre et bon. En tout cas, on s'y retrouve. Donc, c'est pas parce que c'est que du texte que ça va forcément être, qu'on va forcément se perdre. Ensuite, petit aparté pour les majuscules. Alors, bon, ça c'est un exemple un peu, voilà, c'est un peu exagéré, mais les majuscules c'est bien pour les titres et encore. Mais cantonnez-vous au titre. Le corps du texte en majuscule, c'est du cri. Pour mettre en avant une information, c'est bien d'utiliser le gras
Et concernant les typographies, je suis assez d'accord avec Camille, mais pas aussi souple. Moi, je recommande d'utiliser toujours la même typographie, mais d'avoir des graisses différentes, donc avoir du très gras. Et si vous vous amusez si vous, comme moi, vous adorez les typographies qui ont plein de styles différents, vérifiez le contraste. Par exemple, entre du bold et du semi-bold, on verra pas. Alors, nous, on voit parce qu'on a l'habitude, mais quelqu'un qui va juste passer derrière, il va pas voir. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en remettre une couche sur le contraste? Voilà, bah, le texte jaune, voilà. Et parfois, ça marche aussi avec ce qui est trop foncé, là, comme l'égalité salariale, c'est trop foncé. La charge cognitive, alors c'est le terme un peu scientifique pour dire qu'il y a trop d'infos et qu'il y a trop de texte. Et comme vous le savez, à gauche, c'est quelque chose sur lequel on doit constamment se remettre, enfin, on doit tout le temps se remettre en question. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé des exemples pas que de gauche. Voilà, à gauche, c'est surtout Nathalie Arthaud qui doit se remettre en question là-dessus. Mais sinon, voilà. Les autres, ça va à peu près. Ça dépend. Mais oui, la charge cognitive, donc en gros, c'est la façon dont les personnes assimilent de nouvelles informations. Donc c'est un petit peu ce qui empêche la mémoire à court terme de se mettre dans la mémoire à moyen terme et à long terme. Donc en gros, s'il y a trop d'infos, vous n'allez pas aussi bien retenir que s'il y avait seulement trois lignes, quoi. Et ça vaut aussi bien pour les textes que les images. Ce que disait Romain sur le fait de mettre des marges et de laisser respirer, c'est vraiment important. Juste pour revenir sur le communiqué, vite fait, je sais pas si vous regardez le site internet, mais en général, quand on sort un communiqué, je sais que localement vous le faites aussi, sortez une version A4 pour les journalistes, comme ça vous pouvez l'imprimer, et sortez aussi une version réseaux sociaux, où vous hiérarchisez le texte, vous coupez le texte. Là, par exemple, sur le visuel du milieu, je pense qu'on aurait pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 visuels pour avoir les bonnes informations. Bon, tout le monde ne va pas lire en entier, mais au moins c'est plus lisible et on n'a pas besoin de zoomer toutes les 3 secondes. Et c'est un peu une règle quand on essaye de réduire la charge cognitive, c'est de découper. Vous savez bien que quand on fait un paiement en ligne, quand les sites sur lesquels il est très facile d'acheter, c'est souvent des étapes pour payer, parce que plutôt qu'une giga grosse page interminable et où si jamais ça plante, il faut la recharger, alors qu'un des étapes, c'est plus simple. Et ce que tu as dit sur les Républicains, c'est valable aussi pour Nathalie Arthaud, parce que ça, c'est un screen depuis l'Instagram de Lutte ouvrière directement. Oh, waouh. Voilà. Et encore, il y a des paragraphes. C'est pas mal. Voilà, on respire un peu en bout de paragraphe. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup parlé de contraste et de daltonisme, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire forcément du brutalisme et d'avoir que 2 couleurs. C'est un visuel un peu daté, mais qui est toujours... on n'a pas beaucoup refait de dégradés depuis, donc ça marche encore. Pour les européennes de l'an dernier, Romain, il avait fait plein de dégradés incroyables. Ils n'aiment plus les dégradés maintenant. J'ai été trahi. Bon, tout ça pour dire que même si quelqu'un qui a des déficiences visuelles ne va pas forcément profiter autant que des personnes valides des dégradés, en tout cas, elle peut quand même lire les informations. Et un dégradé, c'est pas forcément inaccessible. Ensuite, un petit exemple justement pour le drapeau palestinien. Vu qu'on parle des déficiences visuelles avec le rouge et le vert, là j'ai utilisé un simulateur de daltonisme, donc il y en a plusieurs sous-types. Bon, ça c'est celui qui est le plus répandu. Alors, une personne qui va daltonienne va voir donc ce tract-là comme ça, a priori, ça dépend. Ça reste génétique, donc c'est très variable, mais en gros, les couleurs vont beaucoup se ressembler. Ça va être cette espèce de jaune foncé. Et donc, d'où l'importance de ne pas distinguer des informations que par ça. Après, là, comme vous le voyez, sur ce tract, ça n'empêche pas de lire. Ça n'empêche pas que les blocs sont séparés et sont plutôt lisibles. C'est honteux. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner des petites astuces pour améliorer la lisibilité. Donc, c'est quand vous avez bossé sur votre visuel pendant 1 heure et que vous savez plus trop
et que vous prenez une pause et après vous revenez. Bon, d'ailleurs, souvent faire une pause et revenir, ça permet souvent quand on a d'avoir un œil un peu plus neuf. Bon, en tout cas, les tailles de texte, donc évidemment s'éloigner de l'écran. Bon, le test ultime, c'est de faire lire à ses darons pour voir s'ils disent je vois rien et je dois m'approcher. Et bon, s'éloigner de l'écran, que ce soit et aussi de se mettre en diagonale, ça aide aussi. Alors ça va surtout pour les affiches et les tracts. Ensuite, pour les contrastes, baisser la luminosité des écrans, donc mettre son ordi en mode rétroprojecteur, passer l'image en noir et blanc. Donc ça, c'est... Bon, je sais qu'on a la flemme, mais en vrai, ça aide beaucoup de passer en noir et blanc. Et surtout, si vous faites des tracts ou des... D'ailleurs, c'est aussi un conseil qui est donné pour les CV. Ça doit toujours passer en noir et blanc parce qu'il y a plein de gens qui n'impriment pas en couleur dans tous les cas. Et il y a des gens aussi qui ne voient vraiment pas les couleurs du tout. Ensuite, pour l'accessibilité des couleurs, alors, comme ce que j'ai montré avant, utiliser des simulateurs de déficience visuelle. Alors, pour les designers, il y en a qui sont intégrés dans les logiciels et encore, faut les chercher, c'est souvent des plugins. Mais il y en a beaucoup en ligne. Vous tapez daltonisme simulateur, vous en trouvez. Donc ça permet... Enfin, je trouve que, outre le fait de vérifier, ça permet aussi de se rendre compte que vraiment... ça permet aussi de lâcher prise sur son visuel. Dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas le lire comme nous. Dans tous les cas, que ce soit dans l'accessibilité ou même juste le fait de ne pas avoir le même matériel, de ne pas être dans les bonnes conditions. Je parlais des écrans, mais il y a aussi juste, comme vous le savez, aux amphis, voir son téléphone quand il y a un plein soleil, plus du vent à Valence, là, la police, voilà, elle peut être lisible. Si dans tous les cas, on a un téléphone qui a un écran qui n'est pas très bien rétroéclairé, voilà. Bon, et ensuite la charge cognitive. Alors là, vraiment, c'est là où on peut le plus intervenir. Après, je sais que souvent les personnes qui font les visuels ne sont pas celles qui veulent mettre le plus de choses sur les visuels, mais essayez de dire non quand quelqu'un dit il reste de la place, alors que c'est justement de la place que vous avez fait exprès de mettre pour que l'œil se repose un petit peu. Et non, ça doit rester comme ça. Donc, se demander pour les éléments, puis-je le supprimer? Donc, le logo, non. Puis-je le rétrécir? Alors, bon, le logo, ça va être difficile. Mais en tout cas, essayez de rétrécir pour que tout ne soit pas gros. Et ensuite, puis-je diminuer l'opacité? Donc, par exemple, un fond qui est un peu trop visible, réduire un peu l'opacité pour mettre plus en avant le texte. Et ce qui est bien, c'est que pour l'accessibilité, il y a des super posters avec des do's et des don'ts, justement. Alors ça va être un peu orienté interface comme ce que je disais, mais ça marche avec le graphisme en général. Par exemple, là, on parle de choix des couleurs, de choix des mots. Donc j'ai mis le lien ici c'est des Anglais qui ont fait ça, c'est des do et des don't on designing for accessibility. Ils se trouvent très facilement. Quel accent? Merci. Pas de problème. Voilà. Et ensuite, en gros, quelques recherches sur l'accessibilité. Alors là, j'ai mis des ressources en anglais, mais ça commence à arriver aussi en France. Il y a des gens qui se sont motivés pour faire des do et des don't en français. Voilà. Je vais maintenant relaisser la parole à Romain. Oui, alors on voulait juste un peu parler vite fait d'inspiration et design. Enfin, surtout, moi, avant de laisser la parole à Camille là-dessus, qui vous donnera en détail peut-être là où elle s'inspire, etc. Quand vous commencez à faire des visuels, des affiches, etc., commencez jamais en pensant que vous avez déjà tout en tête, en fait. Pensez au message et au concept, comme on le disait au début, en fonction de ce que vous devez faire. Si c'est une affiche qui doit délivrer un message politique ou un événement, etc., il y a des manières de penser différentes, et au-delà de ça, il faut s'aérer l'esprit pour être capable de proposer quelque chose soit d'un peu neuf, soit de bien fait. Donc généralement, moi, ce que je conseille, c'est d'aller faire des expos, de regarder des films, d'écouter de la musique, parce que dans tous ces domaines artistiques-là, en fait, il y a toujours des inspirations à prendre. Et au-delà de ça, si vous voulez des inspirations politiques,
Les sites de curation, de design, il n'y en a pas tant que ça finalement, ou alors beaucoup de trucs américains ou anglais. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir les dernières élections en Amérique latine ou dans d'autres pays du monde. Et vous allez voir un peu les comptes Insta des uns et des autres. Souvent, enfin, allez voir surtout ceux de notre bord, parce que c'est ces codes-là qui nous intéressent. Et de voir un peu ce qui se fait de différent. Parce que l'idée, c'est pas de copier les Américains ou les Anglo-Saxons en général. Donc, essayez de vous aérer l'esprit. Et pareil, sur les choix culturels que vous faites, le mieux, c'est de pas toujours manger à la même gamelle. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais. Camille ? Ouais, moi, je vais peut-être être plus dans la pratique. Quand on a une pratique artistique, entre guillemets, même si le graphisme, c'est pas forcément de l'art, mais ça peut rentrer dedans, en vrai, c'est bien aussi de s'ouvrir à différents types de graphisme. Juste un ordinateur, ça permet de faire plein de trucs, mais pas que. On peut faire de la sérigraphie, on peut faire des collages, on peut faire de la linogravure, de la broderie, enfin tout plein de trucs, des Lego aussi. Enfin, les Lego, j'avais vu passer la dernière fois une trend un peu design graphique où les gens ils faisaient de la sérigraphie avec des Lego. Et c'est des trucs qui sont innovants. Ça, c'est juste fait pour toi, t'es courant. Carrément, c'est mon ambition de faire un atelier aux Insouminos avec des Lego et de la peinture, mais personne n'a répondu, donc c'est terrible. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que faire avec vos mains, parfois, ça peut être intéressant. Bon, en vrai, on va pas réinventer le graphisme à chaque tract, mais voilà, ça peut permettre d'ouvrir un peu nos chakras, on va dire, autour du design graphique et d'avoir une proposition culturelle qui s'ancre dans l'air du temps, dans la communication politique et qui peut être un vrai levier de changement pour 2027. Voilà. Et dès que vous allez à un endroit, une office du tourisme, un festival, que sais-je, il y a souvent plein de flyers. Vous allez là-dedans et vous en récupérez et vous vous constituez un petit dossier au fur et à mesure et de temps en temps vous allez piocher là-dedans, ça va vous aérer l'esprit. Ou alors, ne serait-ce que si vous avez un peu de thunes de côté, d'aller à la presse et d'aller voir les nouveaux magazines qui viennent de sortir, etc. Il y a souvent de très très bons magazines avec beaucoup de bonnes idées dedans à prendre, donc c'est aussi pas mal de ce côté-là. Oui. J'aimerais aussi ajouter, si jamais vous êtes plusieurs personnes à faire des visuels, n'hésitez pas à faire une petite conf de groupe où vous nourrissez un petit peu de vos inspi, ou même carrément pour bitcher. Nous, on a une conversation exprès qui s'appelle Police de l'accessibilité, où moi je mets les trucs que je vois où justement je trouve ça affreux, et pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est bien de s'inspirer, mais il faut aussi justement souvent c'est un peu grâce aux erreurs des autres qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Sinon, constituer des boards Pinterest aussi, c'est pas mal. Oui. Ça. On n'a pas la science infuse. Nous, on fait les pires erreurs de la Terre et puis c'est entre pairs aussi qu'on arrive à se corriger. Et juste pour finir, je pense sur les inspi, parce qu'il est déjà 40, après on laisse un temps de questions-réponses. Mais j'ai des copines qui font les inspi du lundi et tous les lundis, elles font un récap entre elles, enfin qui sont graphistes du coup, et elles font un récap entre elles de ce qu'elles ont trouvé dans la rue, les affiches qu'elles ont vues, les stickers qu'elles ont vus dans la rue. Enfin, souvent, c'est tout ce qu'on voit passer sous notre nez qui permet aussi de nous faire un mood board personnel qui entoure notre quotidien. Voilà. Et ben, c'est le moment des questions et réponses. Qui a des questions ? D'abord, je vais y aller. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai appris plein de trucs et je pense que il était grand temps. C'était pour dire que justement, il y a quand même des difficultés d'accès à ces outils-là. J'ai milité pendant 3 ans dans l'Allier. J'ai fait face à des situations difficiles en termes de graphisme. Et du coup, je pense que ce support-là, ce serait vraiment bien. Je ne sais pas si vous pouvez le diffuser, parce que parfois, quand on est avec des camarades qui ont des habitudes qui datent d'un autre temps, c'est difficile de leur dire bah non, moi ça me plaît pas, je trouve que c'est pas lisible, parce que ça devient les goûts et les couleurs très vite comme discussion. Et quand on leur dire mais si, la règle, c'est qu'il faut espacer les choses. D'où vient cette règle ? Il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre. Donc d'avoir un petit visuel du national, ça peut aider à médier des difficultés comme ça, qui peuvent créer des réelles tensions sur le terrain. Merci.
Alors là-dessus, pas celle de l'année dernière, parce que je ne sais plus pourquoi elle n'a pas été publiée, mais celle de l'année d'avant. Elle a été publiée en ligne, donc si vous allez sur les amphis du coup de 2022, il y a sur la chaîne YouTube de la France Insoumise cette présentation, et dans la description, il y a un PDF qui n'est pas actualisé avec les nouvelles références, mais qui existe avec peu ou prou ces choses-là. Donc, et sur la présentation d'ailleurs, elle est mise en ligne a posteriori avec les visuels au moment où on parle, parce qu'on la monte après cette conférence. Voilà. Donc quand elle sera mise en ligne, vous aurez les slides en plus à l'écran. Sur la chaîne YouTube de la France Insoumise, quand elle sera publiée, vous savez, sur les amphis, tout ce qui est capté est publié au fur et à mesure de l'année. Donc il faut être attentif. Et au niveau du calendrier de publication, il va être raccourci. Normalement, avant novembre, toutes les conférences seront publiées. Donc, voilà. Un petit conseil d'ailleurs, si on la mettait sur l'onglet charte graphique de la France Insoumise quand elle est publiée, ce serait pas mal, je pense. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je suis en études, je fais du graphisme dans mes études parce que je suis en BUT information communication et je suis graphiste de mon projet tutoré. Et j'aurais une question, c'est est-ce que vous avez des recommandations de tout ce qui est banque d'images, de textures, quand on n'a pas forcément accès à des photos qui vont bien avec le contexte? Alors, en termes d'image de personnalité, aller sur Wikicommons, en général, bon, ça dépend qui, hein, si c'est un obscur député du Rassemblement national, des fois, il n'y a pas. Mais souvent, les personnalités les plus mainstream ont une image au moins libre de droit sur Wikicommons. Sinon, Unsplash, c'est pas mal, tout n'est pas gratuit, mais en général, c'est des jolies images qui peuvent bien illustrer les situations. Et Pexels aussi. Dans oui, le même genre, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est vrai, je l'utilise pas, mais oui, c'est vrai que ça marche bien. Et Pexels, ouais. Pexels, comme Pixels, mais avec un E à la place du I de Pixels. Et comme tu es en études, peut-être que tu peux voir directement avec ta fac s'ils n'ont pas des offres à budget limité pour des stocks de photos en ligne, si ça peut être possible. Et après, en termes d'icônes, de motifs, de textures, etc., il y a un site qui est pas mal, qui s'appelle FreePic, freepik.com, et Flaticon aussi, qui sont des outils assez cool. Alors, il y a des choses payantes, mais il y a beaucoup de choses gratuites, et c'est parfois un bon début. Et dans tout ce qui est motion, vidéo, etc., il y a Motion Array aussi, qui est pas mal fait, mais là, il faut payer un petit peu. Ouais. Motion Array. Flaticon, comme icône plate en français. En icône, il y a aussi Noun Project, donc The Noun Project. Bon, pareil, il faut quand même vérifier, mais je sais qu'il y a beaucoup de... pour quelque chose qui n'est pas commercial, souvent les icônes sont téléchargeables. Et en plus, elles le sont en vectoriel. Donc. Et ah oui, sinon le site material.google.com, je crois, dessus, il y a toutes les icônes en libre accès de Google, qui sont pour les basiques, très bien pour le coup. Et pareil pour les typos, la banque de police de Google est de mieux en mieux. Ouais, les Google Fonts. Et c'est mieux pour un site en plus parce que c'est moins lourd, etc. Enfin, elle vous le dira mieux que moi. Parce qu'il faut le rappeler, les polices de caractère sont aussi protégées. D'autres questions? Voilà. Alors. Oui, merci. Vous avez montré 2 exemples dans les images. Là, il y en a un qui n'était pas valable parce que ça reprenait un look d'une affiche de AOC. Et l'autre, il y avait Angela Davis dessus, et là, c'était valable. Alors, je ne sais pas comment, quand vous récupérez des images, comment vous savez si ça, vous avez des droits dessus ou pas. Voilà. Alors sur AOC, c'est différent parce que AOC, ça reprend en fait le travail presque copier-coller du graphiste en question. Et donc c'est copier le travail d'un graphiste qui a été rémunéré pour ça gratuitement. Donc c'est pas OK. La différence avec l'utilisation d'une photo libre de droit, je pense que c'est le cas de la photo d'Angela Davis qui a été utilisée pour ce visuel, c'est qu'elle est libre de droit et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc en fait, c'est juste une photo qui a été détourée et après il y a une affiche qui a été créée autour et du coup le travail est complètement neuf. Voilà. C'était par où la deuxième? Tu vas? C'était Madame en bleu.
Non, c'est madame avec le... Moi, j'ai écrit, mais très vite, tout ce que vous avez dit, parce que si je cherche des images, j'ai vu Wikicommons, Pixel. Je ne sais pas écrire tout ça, moi. Est-ce que vous l'écrirez dans votre compte rendu ? On le rajoutera à la presse quand elle sera publiée. On va faire ça. On mettra dans la description YouTube aussi les liens directement. J'y vais. Tant que t'es debout. Merci déjà pour cette formation. Et ce serait pour savoir si vous avez d'autres applis de montage à part Canva pour tout ce qui est visuel. Montage de visuel. Ouais. Nous, on travaille surtout sur le suite Adobe, qui est payante. Ouais. Okay. Ou qui peut se craquer. Et voilà. Mais voilà, faites ce que vous voulez. Moi, j'encourage pas le piratage, attention. Alors, moi, personnellement, je travaille surtout sur Figma. Alors, Figma, à la base, c'est plus pour faire des interfaces, mais le logiciel marche tellement, c'est un peu comme un Google Drive, mais de design. Et bon, alors clairement, c'est propriétaire et tout, c'est pas libre, mais il y a c'est gratuit. Je crois qu'il y a un nombre de pages limité, mais en tout cas on peut déjà faire pas mal de trucs sur Figma, et ce qui est bien c'est que c'est collaboratif, donc on peut envoyer le lien à quelqu'un d'autre et la personne peut repasser derrière. Bonjour, moi j'avais une question, je suis désolée, je suis arrivée hyper tard, je me suis trompée dans les horaires, donc je suis arrivée au moment des questions, mais je regarderai un replay. Moi, j'ai une question surtout pour les assets visuels. Moi, je suis UX designer et il y a des graphistes dans mon GA. Et on a voulu aider pendant les législatives à faire plein de visuels. Sauf que c'était un peu difficile de récupérer en fait tous les assets. Et puis même quand il y a des campagnes, ce qui serait super cool, c'est d'avoir une sorte de homogénéité dans les posts qu'on pourrait faire pour à la fois le GA. On a un compte Instagram pour le GA et aussi pour du coup la députée de notre circo. Et du coup, en fait, on aimerait bien aider, mais on fait un peu à notre sauce. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une sorte d'harmonie visuelle dans tout ce qu'on produit. Et voilà. Tu veux peut-être commencer à répondre, Camille. Viens ici parce que sinon on va pas te voir. C'est l'ambition qu'on a pour les municipales et surtout pour les présidentielles, d'essayer de faire une plateforme collaborative entre les différents graphistes de la France pour pouvoir échanger correctement. Pour l'instant, j'avais pour ambition de le lancer là cette année, ça n'a pas été possible par manque de temps. Mais avant les présidentielles, c'est quelque chose qu'on aimerait faire et pouvoir aussi partager plus d'informations que juste la charte graphique sur le site. Si tu veux, tu peux laisser ton contact. Comme ça, on peut essayer d'en parler peut-être plus tard. Et c'est quelque chose dans l'année. On va essayer aussi de relancer une boucle action populaire avec les graphistes qui sont vraiment graphistes pour pouvoir avoir un réseau de personnes qui savent déjà faire, qui sont qui sont professionnels autour du graphisme. Ouais. Hop, ouais. Which one? Quel logo? Front Populaire? Oui, c'est moi. C'est moi. Oui. Enfin, c'était une inspiration de Bruno, mais c'est moi qui l'ai fait avec des communistes, des écolos et des socialistes sur le dos, mais c'est moi qui l'ai fait. Ils étaient insupportables. Bref. Mais non, mais en fait, moi je veux ajouter un point et après Héloïse va ajouter un point là-dessus. C'est une question, et effectivement, moi je comprends tous les graphistes, vous avez besoin d'assets, de zip avec tout dedans, etc. On essaye, au début des européennes, on l'avait fait, je me souviens, on avait fait une charte assez complète, toute vectorielle, etc. Mais en fait, merci beaucoup. Mais le truc, c'est que depuis il s'est passé les élections législatives et que le mouvement a un tout petit peu moins d'argent, et que du coup, il ne faut pas oublier que Camille et Bruno sont deux au graphisme à la France Insoumise.
et que malheureusement, avec toutes les demandes, par exemple pour un événement comme les amphis, ce genre de demandes, malheureusement, alors que je trouve qu'elles sont primordiales, passent parfois au second plan, alors que c'est un truc qu'on veut faire depuis des années, mais c'est juste que c'est un truc quand même qui est assez fastidieux, qui demande à être renouvelé régulièrement, et du coup, le faire, ça demande à prendre du temps, et en fait, quand on fait le début de semaine, le lundi, où on a déjà 4 tracts à faire pour la semaine, et 12 affiches et je ne sais combien de déclinaisons, etc., plus le programme, plus le machin, etc., à la fin, faire ce genre de choses, on aimerait bien prendre le temps, c'est toujours sur la to-do, mais parfois ça n'a pas le temps. Alors on a pu le faire pour les européennes, pour les législatives c'était presque impossible. En vrai, les législatives c'était une tannée, mais juste on était 2 au graphisme, 3. On était 3 au graphisme et c'était l'enfer sur terre. Enfin on a dû produire je ne sais combien d'affiches, 500 affiches, enfin je sais plus quoi. Non, on n'était pas aussi nombreux. 275. Je crois. Ouais, 275 affiches en 2 semaines. Donc voilà. Mais oui, on a passé 2 semaines à dormir au siège, c'était cool. Bon, les pizzas étaient gratuites. Mais oui, c'est l'ambition du coup de faire sûrement de relancer du coup comment ça s'appelle, le Discord Insoumis version graphisme du coup, enfin en tout cas faire une partie de graphisme et pouvoir échanger entre gens qui savent. Ouais. Je tiens à ajouter aussi que du coup, alors en ce moment c'est le mois d'août, donc pas de matériel, mais on essaye au pôle matériel de faire parfois proposer des fonds de tracts et des tracts un petit peu personnalisables. Donc je sais que c'est encore un peu timide, mais on y réfléchit. Voilà. Après, on va prendre encore une question si ça vous va. 2 questions parce qu'il y a deux messieurs là-bas et après. Le temps sera terminé. Merci pour la présentation. Juste rapidement, par rapport au GT Communication, quel est le lien? Parce qu'il y avait un GT Communication sur Action Populaire et du coup, dans quelle mesure nous, on pourrait s'investir, on n'est pas forcément graphiste et tout, mais pour aider à collecter les assets, les choses comme ça, voilà. On avait relancé avant l'été, là en mai, je crois, le GT Communication et Presse. On avait fait une réunion en ligne, je sais pas s'il y en avait qui étaient présents, on n'était pas beaucoup, mais après on l'avait fait un peu en rapide. Mais oui, ça faut aussi qu'on le relance. Comme il y a une nouvelle coordination là pour la com, on va réorganiser un peu les tâches des différentes personnes et remettre un peu d'ordre dans toute l'année et tout, pour être plus en lien avec les différents militants, les différents GA partout en France, et pouvoir vous communiquer plus d'informations, notamment quand on a une manifestation partout en France, vous permettre d'avoir des templates déclinables facilement sur Canva ou sur Photoshop, mais plus sur Canva de ce que je comprends, et que tout le monde ait accès à peu près aux mêmes informations. Voilà. Ouais, et encore une fois, j'ajoute juste ce petit point avant de prendre les 2 dernières questions, c'est que vraiment, c'est pas que les gens à l'AFI, et je le dis d'autant plus que je n'y suis plus, enfin en tout cas au siège, qui ne veulent pas, c'est que parfois c'est vraiment juste une question de temps d'organiser tout ça. Hop là. Bonjour, je suis arrivé un peu tard, mais je suis un certain habitué aux conférences graphisme. Du coup, à chaque fois que je viens, j'arrive à comprendre. Donc, je suis assez admiratif du travail que vous avez fait. Donc voilà, je voulais vous remercier déjà. Moi, ça serait plutôt sur. Il y a plein de questions qui étaient posées, mais il y en a une sur l'aspect formation. On a parlé aussi du temps qu'il y avait pour envoyer et faire et préparer aussi des documents, etc. C'est un peu compliqué, mais effectivement, moi, ce qu'on me demande au niveau local, c'est des formations, notamment sur Canva, puisque c'est gratuit. Effectivement, on n'a pas. Moi, par exemple, j'ai pas la capacité de former. Enfin, je veux dire, j'ai pas les compétences. Je sais pas comment le faire. Je sais pas comment me débrouiller. Je sais que l'année dernière, il y avait une conférence avec toi, Romain et Bruno, mais il est pas là. Si, on était là, mais c'était en 2023, on n'était pas là. Ouais, ou alors c'était en 2023 et j'ai trouvé ça vachement passionnant, je trouvais. Ça serait surtout des formations sur les logiciels parce qu'on est obligé de travailler sur des trucs collaboratifs. Moi, je travaille sur Photoshop, donc c'est un peu compliqué de prendre en main Canva, surtout que c'est un logiciel de merde. Mais voilà, c'est compliqué et voilà, c'était ma question. Et, de proposer des formations au niveau national, ouais. Hors du cadre de l'Institut La Boétie, parce que c'était une formation de l'Institut La Boétie, et surtout sur le logiciel Canva. J'avoue que
on va sûrement manquer un peu de temps et de bras pour faire ce genre de formation. J'aimerais qu'on puisse le faire toute l'année dans tous les départements de France, mais malheureusement, en termes budgétaires et de temps, ça va être un peu compliqué. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vous auto-former sur Internet, parce que graphiste, c'est un métier du numérique. Internet propose 1 milliard de tutos, que ce soit sur Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok. On a 1 milliard de manières de se former et pas forcément de se taper des vidéos de 50 minutes payantes qui expliquent comment marche Photoshop, comment marche InDesign, nanana. Vraiment, juste vous abonnez à un hashtag sur Insta, tuto Photoshop, tuto Illustrator, tuto InDesign. Vous allez avoir dans votre algorithme plein de petites vidéos de 1 minute qui vous apprennent à faire une texture, un dégradé, comment modifier une police, comment vectoriser, comment apprendre les bases d'un logiciel. Et en réalité, les logiciels de la suite Adobe, ça s'apprend sur le tas. Moi, j'ai une formation de graphiste universitaire. Mais en réalité, j'ai beaucoup plus appris avec Romain que à la fac. Enfin, en termes de manipulation de logiciels. Voilà. Ouais. Parce que je pratique aussi. Oui, aussi, oui. Oui. Oui, je rappelle que c'est quand même un métier où on a fait quand même des études assez longues, quoi, pour. Rien à voir, mais oui, sûrement. Bon, en tout cas, même avec des tutos Photoshop, ça reste quelque chose qui met du temps à apprendre. Et après, dans tous les cas, c'est pas. C'est pas pour rien que c'est un métier, quoi. Donc, et on n'a pas le temps de former à un métier. Enfin, on aimerait, bien sûr, et on aimerait de mettre à disposition des outils. Après, j'aime pas parler comme ça, mais il y a un peu qu'avec la pratique et à force de voir des visuels et de se rendre compte que il y a un truc, voilà. Ouais. Oui, juste une question. En termes de support, vous avez parlé surtout d'affiches, de tracts et de multimédia, là. Mais aux États-Unis, il y a un support qui est assez utilisé, c'est les pare-chocs de voitures, là, avec les bumper stickers. Et je trouve ça assez sympa. C'est un nouveau domaine. Enfin, en France, ça ne se fait pas du tout. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez explorer, mais enfin, je ne sais pas si c'est permis légalement ou si c'est... Après, on fait des stickers, mais bon, c'est vrai que c'est pas trop la pratique insoumise de les mettre sur les bagnoles. On devrait. À l'époque, j'avais un stickers Groland sur ma voiture, il y a longtemps. Oui, moi j'en mets, je me fais mes propres stickers, je m'amuse. Mais c'est un petit peu aussi comme ce qu'on voit au-dessus des ponts d'autoroute, généralement que c'est le même format, disons juste une phrase, 5-6 mots. Donc très lisible, très simple, avec le bon espacement. Et je ne sais pas, mais c'est une idée, quoi, parce que c'est un espace libre actuellement, c'est pas du tout exploité. C'est vrai. Merci. Moi, j'adore l'idée. Je vais grave le proposer à la cohorte. Oui. Juste, j'ai oublié, mais pour le choix de logiciel, après, désolé, mais ça dépend aussi beaucoup des préférences des gens. Quand quelqu'un ne veut pas bosser sur Photoshop, il bossera pas sur Photoshop. Et quand quelqu'un n'utilise que Canva, ça va être dur donc après, quand on est à plusieurs, c'est important de choisir un logiciel et de se mettre d'accord, mais le logiciel ne fait pas forcément le graphisme, quoi. On peut faire des trucs lisibles sur Paint, quoi. Ce sera plus long, par contre. Mais... Oui. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci à tous d'être si nombreux, parce qu'en plus, être si nombreux face à Charles Consigny, moi je vous félicite d'être venus jusqu'ici, et bonne conf de Jean-Luc juste après. Après, il avait 1 heure de retard, hein. Voilà. Donc vous avez bien fait de rester avec nous. Et merci à Nicolas d'avoir payé notre licence Adobe. Voilà.